Tout de suite, le journal de l'économie avec Blondine Bampala. Renforcer les capacités professionnelles des cadres de la Direction générale des douanes et accises sur les valeurs éthiques. Tel a été l'objectif d'un séminaire de formation organisé pendant 5 jours par la Coordination pour le changement de mentalité. Vous allez suivre la cérémonie de clôture de cette formation couverte par Fiston Oleko. Et en Namibie, le Conseil de contrôle de l'électricité vient d'autoriser l'augmentation de 3% des tarifs de l'électricité. Question d'assurer la viabilité financière des compagnies électriques. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de l'économie. Lutte contre les antivaleurs dans les régies financières. La coordination pour le changement des mentalités vient de clôturer un séminaire de formation de 5 jours sur le changement de mentalité à l'intention des cadres de la Direction générale des douanes et accises, DGDA. Ce séminaire avait pour objectif de renforcer les capacités des cadres afin qu'ils forment à leur tour leurs subalternes sur les valeurs éthiques. C'est ce qui pourra permettre à l'État congolais de renflouer les caisses. Fiston Oleko et Augustin Kikunku. Le personnel, la mentalité changée. À la gestion des fonds de la République, il faut y ajouter les valeurs éthiques sans lesquelles l'État congolais sera continuellement privé des moyens de sa politique de développement. C'est tout le sens de ce séminaire de formation organisé par la CCM qui se clôture à ce jour à l'intention des cadres de la DGDA qui seront à leur tour formateurs pour tous les agents de cette régie financière disséminés sur l'ensemble du territoire national. Bon, nous voulons voir une DGDA à mentalité changée. C'est ça le but ultime. Mais le travail vient à peine de commencer parce que l'étape suivante va consister justement à mettre en place des comités d'éthique qui vont travailler au sein de la Direction générale des douanes et accises pour pérenniser les travaux, pour assurer le suivi et qui seront en relais avec nous. Nous avons commencé aujourd'hui et monsieur le DGA l'a annoncé. L'étape suivante, ça sera le Katanga, l'espace Katanga où la formation va pouvoir être organisée. Pierrette Mombo est cadre à la DGDA. Elle dit être déjà à pied d'œuvre pour implémenter les matières assimilées au cours de cette formation sur le changement de mentalité. Je vais faire mon planning, à commencer par la brigade de Kinshasa. Ensuite, je peux étendre ça dans toutes les provinces pour leur demander, leur montrer comment elles doivent changer de mentalité. Elles doivent être des hommes nouveaux, des hommes responsables, des hommes avec un sens d'éthique, des hommes qui respectent la déontologie. Brevet décerné. Place maintenant aux résultats sur terrain, histoire de renflouer les caisses de l'État congolais. Établir une collaboration directe et étroite entre le ministère des Mines et l'entreprise minière Sicomine, c'est ce que souhaite en tout cas la ministre congolaise de Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui a eu un premier contact avec les dirigeants de cette entreprise. Pour sa part, le directeur général adjoint a promis de mettre à la disposition du ministère de Mines tous les documents nécessaires pour l'exécution de son programme. Suivez ce reportage. Dans l'objectif de mettre en synergie le ministère des Mines et les entreprises minières, la ministre de Mines Antoinette Nsamba Kalambay, accompagnée du vice-ministre de Mines Godard Motemona, a reçu la société sino-congolaise dans son cabinet de travail le mercredi 6 octobre 2021. La délégation de la société sino-congolaise, conduite par son directeur général adjoint, Kanama Eli Chingulu, a effectué une visite de prise de contact à la patronne de Mines. Au menu de l'entrevue, l'évaluation des activités de l'entreprise sino-congolaise des mines depuis son implantation en RDC en 2008 jusqu'à ce jour. Le numéro 1 de Mines en RDC a insisté sur l'établissement d'une collaboration directe et étroite entre l'entreprise Sicomine et le ministère. Le directeur général adjoint de la Sicomine confirme qu'il va mettre à la disposition du ministère des Mines tous les documents nécessaires à la bonne marche pour l'exécution du programme Mines contre infrastructure. Selon le numéro 2 de la Sicomine, ce contrat Mines infrastructure évolue bien. Nous avons été reçus par Madame la ministre des Mines sur cette invitation parce qu'elle voudrait qu'il y ait une collaboration directe entre le ministère des Mines
et la SICOMIN, puisque le chef de l'État, dans la réunion des ministres, a demandé une évaluation de tout ce qui se passe avec le programme sino-congolais, pour que réellement nous puissions mettre à la disposition du ministère des Mines tous les documents dont ils ont besoin, afin que le programme puisse évoluer normalement. Il y a le volet minier et le volet infrastructure. Et le volet minier évolue bien. Nous sommes en train de construire la deuxième phase de notre projet pour commencer à produire annuellement 250 000 tonnes de cuivre qui vont davantage supporter le volet infrastructure qui est en train de souffrir. La difficulté que nous rencontrons est que beaucoup de gens ne comprennent pas le projet sino-congolais et ne savent pas nous soutenir. C'est un projet, si nous devons parler d'abord de SICOMIN, c'est une entreprise congolaise qui appartient et aux Chinois et aux Congolais, qui est implantée au Congo. Nous avons besoin de l'accompagnement de toute la population pour que ce projet réussisse, car il est le soubassement d'un grand projet d'infrastructure pour tout l'ensemble du pays. Aussitôt qu'il réussit, aussitôt l'infrastructure de base s'améliore davantage dans le pays entier. La patronne des mines, Antoinette Nsambaka Lambaye, a rassuré la délégation qu'elle sera toujours à l'écoute de l'entreprise pour un bel aboutissement. Satisfait de cette rencontre de prise de contact, le DGA de la SICOMIN a remercié le ministre de Mines pour les conseils en tant que tutelle et a promis de le mettre en pratique. Signalons que la convention existe depuis 2008 et le travail sur terrain a débuté en 2015. Et puis, cette information en bref. Selon les chiffres du rapport du ministère du Budget sur l'exécution de la loi des finances 2021 au premier semestre, les recettes de l'ordre de 23,154 millions de dollars ont été collectées auprès des opérateurs miniers au titre du Fonds minier pour les générations futures. Et c'est sur les prévisions linéaires estimées à 14,927 millions de dollars. Sur l'ensemble de l'année 2021, le gouvernement projette de collecter jusqu'à 30,864 millions de dollars au profit du Fonds minier pour les générations futures. On sait que le secteur informel a pour lui seul la quasi-totalité de ce qu'on appelle les petits commerces. Au nombre de ces derniers, une filière, celle des fabrications et de la vente des œuvres d'art. Comment cela fonctionne-t-elle? Les forces et faiblesses de cette activité. Une équipe de géopolice est descendue sur terrain et a fait les constats. Suivez. L'achat des œuvres d'art en RDC en général, à Kinshasa en particulier, n'est pas une habitude ancrée au sein de la population. Le marché d'art de Kinshasa, appelé communément Wenzabi Keko, situé en pleine capitale, est réputé pour la diversité des œuvres exposées. Ici s'y retrouvent le simple vendeur, mais aussi quelques-uns d'entre eux, artistes, fabricants et vendeurs de leurs propres produits. Mais ils déplorent l'ignorance et le préjugé de certains. Pour le moment, nous avons des difficultés Nous éprouvons beaucoup de difficultés quant à la vente de nos produits. Beaucoup de gens ont du mal à les acheter sous prétexte que c'est de la sorcellerie. Il y a 2 fois, beaucoup de nos produits sont écoulés quand il y a des touristes ici. Mais à cause du coronavirus, on a du mal à vendre. Du côté prix, c'est une certaine opinion nationale. Les reproches de vendre cher, les concernés qui rejettent ces longs blocs ont pour essentiel prétexte le nombre d'expatriés qui visitent ces lieux, d'où leur regret dû aux restrictions imposées par les Covid-19. Nous vendons nos produits à des prix abordables. Il y a des produits qui se vendent à 5 000 francs jusqu'à 10 $, voire même plus. Tout dépend de la qualité du produit. Nous vendons beaucoup plus avec les expatriés. Nous vendons beaucoup plus aux expatriés. Malheureusement, la fermeture de l'aéroport a causé beaucoup de préjudices. Nous ne savons plus comment bien vendre. Nous éprouvons donc d'énormes difficultés dans la vente. Les collectifs de vendeurs d'œuvres d'art de cette place des négoces appellent de tout son vœu les populations à manifester plus d'intérêt pour cette partie de l'histoire et de la culture commune afin de voir évoluer ces secteurs censés attirer tout le monde, nationaux comme étrangers.
présent, la page internationale. Des retours de l'Assemblée générale des Nations unies, le nouveau président zambien a annoncé avoir entamé des discussions avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvegarde en vue de soutenir l'économie de son pays. Le président Hakainde Hichilema a pour défi majeur d'alléger la dette extérieure qui a atteint la barre des 12 milliards de dollars américains. Suivez ces commentaires avec nos confrères de Africa 24. Afin de résoudre la crise de la dette colossale de la Zambie, le président Hakainde Hichilema s'est entretenu avec des représentants du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale. C'est lors de son passage à Washington pour l'Assemblée générale des Nations unies que le chef de l'État zambien a discuté avec eux des réformes de sauvegarde pour redresser l'économie de son pays qui est dans une situation critique. Ce qui paraît donc urgent pour le nouveau président Hakainde Hichilema, c'est de reprendre langue avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Je crois que c'est ce qui a été chose faite depuis qu'il est arrivé, puisqu'il s'est rendu à Washington pour essayer d'engager des négociations avec ces deux institutions de Bretton Woods. Mais surtout, il va falloir donc faire des yeux doux à Pékin, qui, on le sait, détient l'essentiel, n'est-ce pas, du stock de la dette de la Zambie. La dette extérieure a grimpé à 12 milliards de dollars en 2020 et l'ancien gouvernement n'a pas respecté les échéances des deux paiements d'intérêts d'obligations avant de demander une restructuration de ses emprunts. Selon la Banque africaine de développement, l'économie zambienne s'est contractée de 4,9% l'année dernière, tandis que le fardeau de la dette publique a atteint 104% du PIB. L'ancien président zambien s'était lancé dans un grand travail d'investissement et de dotation d'infrastructures, ce qui quand même a coûté bien cher au trésor zambien parce qu'il a fallu donc se financer à l'extérieur pour le faire, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Zambie doit 12 milliards de dollars à ses créanciers. On sait par ailleurs que tout cela a eu comme conséquence la contraction donc de l'économie zambienne de 4,9%. Et par ailleurs, ça il faut le noter, lorsque nous étions pendant la phase de la campagne présidentielle, l'ancien président s'est également donc lancé dans des promesses qui ont évidemment donc contribué davantage à l'explosion de la dette zambienne. La BAD explique que ces niveaux insoutenables par une politique budgétaire expansionniste financée par emprunt sous la gouvernance d'Edgar Lungu, ancien président zambien. Élu en août 2021, le nouveau président zambien a promis de remettre sur les rails l'économie de son pays et de finaliser les difficiles négociations entamées avec le FMI par le gouvernement précédent. Afin d'assurer la viabilité financière des compagnies électriques, les pays d'Afrique subsaharienne s'efforcent d'appliquer les tarifs électriques qui reflètent les coûts de production de l'énergie. C'est le cas de la Namibie qui vient d'autoriser l'augmentation de 3% des tarifs d'électricité. Patrick Ilunga nous en dit plus. La ville de Windhoek avait soumis une demande d'augmentation de tarifs d'électricité de 3,5%, mais l'autorité de régulation qu'on appelle le Conseil de contrôle de l'électricité a validé une augmentation de 3,4%. La dernière hausse de tarifs approuvée par les autorités locales remonte à 2018. Selon le responsable de ce service, le Conseil envisage la mise en œuvre d'un mécanisme de tarifs de soutien national pour l'électricité. Ce mécanisme sera conçu pour aider les ménages à faible revenu à bénéficier d'un tarif abordable. Les responsables indiquent que le Conseil de contrôle de l'électricité prend en compte des facteurs clés avant d'approuver les demandes d'augmentation de tarifs. Il s'agit notamment de l'impact du tarif sur les consommateurs et les fournisseurs, et aussi de la viabilité financière de l'industrie de la fourniture d'électricité. Il considère également l'impact du tarif sur l'économie en général et l'impact de la pandémie Covid-19 sur les industries et les consommateurs, ainsi que le coût de la fourniture d'électricité. Les entreprises de distribution soumettent normalement leurs demandes tarifaires après l'annonce du tarif de l'électricité en gros. L'ECB procède alors à un examen approfondi de ces demandes et seuls les coûts admissibles sont pris en compte, précisent les autorités.
Par ailleurs, en tenant compte de tous les facteurs, l'ECB veille également à ce que l'industrie reçoive les revenus suffisants pour couvrir les coûts d'approvisionnement admissibles afin d'assurer la continuité d'un approvisionnement stable en électricité. Et en Afrique du Sud, le secteur sucrier fait face actuellement à de nombreux défis. Entre la faiblesse de la demande locale et le ralentissement des ventes sur le marché international, l'industrie sucrière cherche de nouveaux relais de croissance. Patou Kinzala pour des amples détails. L'association du sucre discute actuellement avec le gouvernement pour bénéficier d'une subvention qui lui permettra d'accroître la fabrication des biocarburants. Cette démarche s'inscrit dans un contexte délicat pour le groupement qui doit faire face à une baisse de la demande locale de sucre avec la taxe imposée par le gouvernement et à des pertes liées à l'exportation du produit à bas prix sur le marché mondial. Avec la conversion de la canne à sucre en biocarburant, l'association du sucre espère capitaliser sur une nouvelle source de revenus. Le segment des biocarburants est un champ important de l'industrie sucrière dans lequel l'on peut s'engager à condition qu'il y règne un contexte réglementaire et favorable et un mécanisme de subvention attractif, a estimé l'association du sucre. Il faut savoir que l'organisation prévoit dans le cadre de son plan de relance s'étendant jusqu'à 2030 de produire 460 millions de litres de biocombustible et de créer 13 000 nouveaux emplois. Pour rappel, l'Afrique du Sud produit annuellement 2 millions de tonnes de sucre. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Renforcer les capacités professionnelles des cadres de la Direction générale des douanes et accises sur les valeurs éthiques, tel a été l'objectif d'un séminaire de formation organisé pendant 5 jours par la coordination du changement de mentalité. La cérémonie de clôture de cette formation a eu lieu le vendredi dernier et en Namibie, le Conseil de contrôle de l'électricité vient d'autoriser l'augmentation de 3% des tarifs de l'électricité. Question d'assurer la viabilité financière des compagnies électriques. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention. Restez branchés sur Géopolis Télévision.